nous allons traiter du contexte de la disponibilité en azote en fonction de la parcelle pour les cultures intermédiaires multiservices. Alors, quelles sont ces cultures intermédiaires multiservices? C'est ce que les agriculteurs appellent habituellement les couverts. Mais finalement, sous ce mot couvert, ça révèle plein de fonctionnalités différentes parce que la culture intermédiaire peut déjà piéger les éléments nutritifs pour les restituer à la culture suivante. Elle peut aussi, comme son nom l'indique, couvrir le sol pour le protéger contre l'érosion. Elle est aussi un réservoir de biodiversité pour favoriser les insectes, par exemple. Elle favorise aussi l'activité biologique du sol. Elle favorise aussi la restructuration du sol, comme certains collègues l'ont montré tout à l'heure. Et donc, tous ces services vont être assurés plus ou moins dans la culture intermédiaire en fonction des choix qu'aurait fait l'agriculteur. Alors là, ici, nous parlons surtout de la gestion de l'azote. La gestion de l'azote pour l'agriculteur, c'est vraiment un challenge parce que l'azote, ça sert à nourrir évidemment les végétaux et ensuite ça servira aussi à nourrir les humains ou les animaux. Mais cet azote aussi, donc, qui a un cycle très compliqué, est aussi objet de perte puisque l'agriculteur travaille en milieu ouvert. Donc l'azote qui est apporté ou qui est dans le sol peut être malheureusement perdu vers l'atmosphère ou la nappe. Et donc les choix de l'agriculteur pour gérer cet azote sont déjà de gérer les doses et la nature des apports. C'est aussi gérer la succession de cultures pour optimiser le recyclage de l'azote d'une culture vers la suivante. Mais ces cultures ne se suivent pas toujours d'une façon très rapprochée. Et donc on arrive à cette notion d'interculture. Donc vous avez des intercultures courtes, par exemple entre un blé et une orge d'automne. Donc là, ça laisse 2 mois, mais vous avez aussi des intercultures très longues entre, par exemple, un blé et une betterave ou un maïs, donc 6 mois plus tard. Et donc, l'enjeu, c'est finalement de valoriser au mieux cette période d'interculture pour justement mettre en place une culture intermédiaire multiservice qui va donc apporter ce service de piégeage des éléments nutritifs et d'activation de la vie microbienne du sol. Et donc ici, on va raisonner, on va voir comment finalement l'agriculteur peut optimiser son choix, parce que son choix, il va donc intégrer la date de semis, la date de destruction, la nature du couvert. Et donc j'en viens finalement à la question finalement de l'intérêt des mélanges comme culture intermédiaire multiservice. Pour illustrer l'effet du contexte de la parcelle sur l'intérêt de ces mélanges de cultures intermédiaires, on a mis en place pour cet atelier un essai relativement simple avec 4 traitements. Donc 2 traitements de moutarde sur lesquels on a généré un différentiel de disponibilité en azote. On l'a généré artificiellement par de la fertilisation azotée. Donc pour une modalité, on a rajouté 50 unités d'azote à cette moutarde. Et pour l'autre mélange, on a réalisé la même chose, une fertilisation de 50 unités, mais pour un mélange facélie-vesse-velu. Donc 3 kg de facélie et 25 kg de vesse-velu. Sur cet essai, on voit bien que la réponse de la moutarde à l'azote, c'est-à-dire qu'on a tout de suite un couvert qui est beaucoup plus développé pour cette non-légumineuse. Idem pour le mélange facélie-vesse-velu où la facélie s'est beaucoup plus développée au détriment des légumineuses. Ces objectifs illustrent bien la relation qu'il peut y avoir entre la dynamique du couvert et la disponibilité en azote. Dans des essais conduits dans le cadre du projet multifonctionnalité des couverts d'interculture, pendant 3 ans, on a travaillé sur l'impact de la date de destruction des couverts sur la culture suivante. Dans ces essais, on a pu comparer ces mêmes traitements, moutarde et facélie vesse-velu, dans différents contextes, dans 6 contextes différents. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'intérêt de ces mélanges bispécifiques légumineuses, non légumineuses, il a un intérêt qui varie fortement d'un lieu à l'autre. Dans certaines situations, il n'est pas forcément intéressant d'avoir ces mélanges bispécifiques comparativement à de la moutarde, où on n'a pas forcément de gain de productivité. A l'inverse, dans certaines situations, ces mélanges bispécifiques permettent un gain entre une demi-tonne et 1 tonne de matière sèche, principalement de légumineuses, donc de plantes fixatrices d'azote. Si on analyse plus finement ces résultats, on voit que l'intérêt de ces mélanges bispécifiques, il est fortement lié à l'azote disponible en interculture, c'est-à-dire que les espèces non légumineuses sont fortement favorisées par la présence abondante d'azote dans le milieu. A l'inverse, les légumineuses, elles sont plutôt freinées par la présence d'azote dans la mesure où elles sont fortement concurrencées par les autres espèces du couvert. Il pourrait être intéressant d'identifier a priori les situations où on a un enjeu azote plutôt fort ou à l'inverse, on a un enjeu azote plutôt faible pour adapter la composition du mélange pour pouvoir on va dire, valoriser au mieux les semences investies en couvert. C'est-à-dire que
dans des situations à forte disponibilité en azote, il pourrait ne pas être pertinent de choisir de mettre des légumineuses en mélange dans la mesure où elles vont avoir un développement relativement limité par les autres espèces du couvert. D'autant que ces espèces sont généralement, on va dire, les plus onéreuses dans les mélanges. Il a été dit que les cultures intermédiaires multiservices, en particulier les mélanges, pouvaient avoir des comportements différents suivant le contexte, avec plus ou moins d'azote. On sait aussi qu'on peut donner différents objectifs à cette culture intermédiaire multiservice. Historiquement, pendant des siècles, les agriculteurs s'en sont servis plutôt comme engrais verts, et depuis quelques décennies, on s'en sert plutôt comme piège à nitrate. Et donc, il est important pour chaque agriculteur, finalement, pour chaque parcelle, de juger de quelles sont les priorités et en fonction de ça, de raisonner son choix en termes d'espèces implantées. Et donc, pour ça, il est invité à faire un petit calcul prévisionnel à l'aide d'une tablette qui va l'aider à raisonner les différents postes du bilan d'azote pour cette interculture. Et donc, ces différents postes sont déjà l'azote laissé par la culture précédente, qui peut être de l'ordre de 50 kg par hectare, mais ça peut être aussi plus s'il y a eu un accident végétatif, par exemple, sur la culture précédente. Il y a évidemment la minéralisation de l'humus, qui est un phénomène naturel qui se produit surtout quand il fait chaud et humide. Et donc la période de fin d'été et d'automne est quand même une période où il y a une minéralisation importante qui peut varier entre 50 et 150 kg d'azote suivant les sols. Il y a aussi la minéralisation des résidus de la culture précédente qui, elle, va plutôt avoir tendance, si c'est par exemple des pailles fort céssurènes, donc pauvres en azote, ces pailles vont donc plutôt utiliser de l'azote minéral du sol pour se décomposer. Donc ça va venir en moins sur le bilan. Il y a aussi l'apport d'éventuellement effluents, fumier, vinasse, qui eux vont aussi apporter de l'azote organique mais aussi minéral. Et on peut aussi avoir un arrière-effet, par exemple, de retournement de luzerne à moins de 2 ans, qui va aussi fournir encore de la minéralisation. Donc tous ces postes vont contribuer donc à donner une quantité d'azote minéral disponible pour la culture piège à nitrate ou l'engrais vert, la SIMS. Et donc c'est important d'évaluer cette quantité pour raisonner le choix, puisque ce qu'on a vu, c'est que finalement, le choix va être raisonné finalement surtout par rapport à ce qu'on a à piéger. Et donc si les quantités à piéger sont importantes, mais finalement il faut peut-être plutôt s'orienter vers un choix plus simple d'une ou plusieurs cultures qui vont être que des pièges, comme la moutarde ou la graminée ou la facélie. Par contre, si on a un contexte pauvre en azote, ça peut être intéressant d'y associer une légumineuse dans un mélange, donc légumineuse graminée par exemple. Et ce qui est important, c'est que finalement ce mélange, il va avoir une certaine plasticité, une certaine robustesse dans son fonctionnement. C'est-à-dire que s'il y a peu d'azote, mais ça va être quand même les légumineuses qui vont plutôt se développer et donc produire de l'azote, fixer de l'azote. Et si c'est riche en azote, ça va être surtout les cultures pièges qui vont se développer. Mais l'important, c'est que finalement, au bilan, en fin d'automne, on va avoir une quantité d'azote disponible équivalent entre, par exemple, une moutarde et une Vetch fachelii, quel que soit le site. On va avoir à peu près la même quantité de reliquats d'azote disponible en fin d'automne. Sur une parcelle donnée, donc l'agriculteur aura intérêt à raisonner le choix de l'espèce de SIMS, mais aussi évidemment la date de semis, la date de destruction, de façon à finalement remplir au mieux ses objectifs tout en minimisant les coûts d'achat de semences. Et donc, on sait par exemple que les légumineuses, faut les semer quand même plutôt assez tôt pour bénéficier d'une bonne température. Et donc, ce qui est important quand même, c'est que le mélange va lui donner une certaine souplesse. La capacité de restituer de l'azote à la culture suivante va être plus importante pour le mélange d'espèces. Il va être intermédiaire entre la capacité de restitution d'une légumineuse et d'une culture pure.